Bonjour à tous les trois. Alors je vais commencer dans le vif du sujet. Tac tac. Édouard Reynaud, d'ailleurs, je vais commencer avec une question sur laquelle vous serez hyper fort si vous me faites une réponse courte. Comment les grandes entreprises peuvent-elles structurer et massifier, parce que c'est ça l'enjeu, les achats inclusifs? Vous avez 3 minutes. À travers les territoires. Non, bonjour à toutes et tous. Chez Transdev, nous, on est spécialisé dans la mobilité durable et on ne peut pas ne pas raisonner, évidemment, baisse de CO2, mais il faut aller beaucoup plus loin en termes d'impact. Et donc notre mobilité durable, c'est aussi un levier puissant d'inclusion, on l'a dit, sociale, territoriale et économique. Si je veux essayer d'être rapide, quand on veut changer les achats et donc passer sur de l'achat inclusif, il faut travailler les chaînes d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement, quand on les travaille, c'est aussi transformer notre propre impact sur les territoires. On a de nombreux salariés, en dizaines de milliers sur les territoires. On est plus de 32 000 sur tous les territoires français. On a une relation avec les collectivités de forte proximité, puisqu'on est en relation avec 130 collectivités en France. On est sur les petites villes, les villes moyennes, les grandes agglomérations, les métropoles et les régions. Et donc, naturellement, si on veut transformer ces chaînes d'approvisionnement, il faut transformer sa capacité à aller les ancrer dans les territoires. Donc, notre impact ne se mesure pas qu'en kilomètres parcourus, en offre de transport, évidemment pour offrir des solutions de transport à ceux qui n'en ont pas ou qui en ont moins, qui sont dans les périphéries, qui voudraient vers les centres. Mais c'est également recruter des personnes éloignées de l'emploi. Donc on a beaucoup parlé d'insertion, mais c'est un de nos principaux leviers. On recrute 9 000 personnes par an sur 32 000 personnes en France chaque année. Donc on est très ancré dans les territoires à ce niveau-là. C'est aussi créer le devoir d'accessibilité des solutions de transport que nous offrons pour que l'ensemble des gens puissent utiliser les solutions de transport. Et puis c'est acheter localement et avec des acteurs économiques locaux. Donc c'est là que la logique d'achat prend tout son corps. Ce sont des actions concrètes sur le terrain. On a parlé tout à l'heure des clauses d'insertion. Alors nous, notre motto, c'est pas il faut respecter la clause d'insertion, il faut l'exploser, il faut la dépasser coûte que coûte pour être au bon niveau, parce qu'on a ça dans le sang et dans l'envie. C'est aussi créer des académies dans les territoires pour former. Donc, on a par exemple 700 alternants chaque année qui sont des conducteurs ciblés de moins de 26 ans pour amener les gens à l'emploi. Et on va les chercher à travers de nombreux dispositifs, sans chance, sans emploi, l'EPID, tous les dispositifs qu'on peut lever. On parle d'ARES aussi, on peut parler de tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis, on a également des dispositifs qui nous obligent en fait à co-construire sur les territoires. Parce que pour se transformer, d'abord on ne peut pas le faire seul, il faut qu'on le fasse tous ensemble, on l'a vu. Et on doit travailler main dans la main avec les collectivités, on doit travailler avec les acteurs de l'économie et de l'écosystème local, de l'économie sociale et solidaire, pour bâtir ces chaînes d'approvisionnement. Et c'est aussi une demande de plus en plus fréquente de nos donneurs d'ordre, parce qu'au-delà d'être un simple délégataire de services publics, on est un acteur de l'économie, on est un acteur ancré dans le territoire. Et donc c'est, par exemple, répondre à des demandes des autorités de mobilité, donc nos clients, les collectivités locales. C'est créer des sociétés à mission aussi. On a de plus en plus de demandes dans ce type pour mesurer l'impact et continuer à augmenter notre impact sur les territoires. Et puis, évidemment, travailler sur... on a signé dernièrement, en 2023, avec la GFIP, pour comment on travaille avec le handicap et comment on aide les gens handicapés à intégrer nos propres métiers. Voilà, c'est plein de leviers. Et un de nos grands leviers, évidemment, c'est d'être une grande entreprise. On est 100 000 dans le monde, on est plus de 30 000 en France. Avec Thierry Mallet, qui est le sponsor du groupe de travail des achats inclusifs sur le collectif des entreprises inclusives, on a construit un forum des achats inclusifs. Donc ça permet de se
partager les bons tuyaux, qui tu as rencontrés, qui pourraient être utiles et comment on peut faire tourner ces solutions. C'est mesurer et monitorer nos achats. Moi, je suis le sponsor des achats en France inclusifs. Donc on est vraiment dans la feuille de route des 30% fixés par le collectif et par Thomas. Vraiment, on est dans cette dynamique. On monitore, on construit, on a des plans RH, on a régulièrement des points avec les achats pour pousser. Donc ça, c'est mon rôle de COMEX aussi, de pousser cette dynamique et d'aider à ce que ça prenne corps dans une grande entreprise comme la nôtre et sur chacun des territoires, parce que c'est vraiment là que ça se fait. Et c'est là qu'on se rencontre, et c'est là qu'on se connaît. Et on a plein de leviers différents. Claire Nicoletti, quels effets concrets, même s'ils viennent d'être largement décrits par Édouard Hénault, les achats peuvent-ils avoir sur les parcours d'emploi, hein? Vous, c'est votre métier au quotidien. Et pourquoi, vous pouvez nous dire aussi pourquoi c'est plus efficace finalement de s'appuyer sur les réseaux locaux de prestataires inclusifs? Oui, absolument. Alors, nous, chez Osmose, on représente les 2400 ESAT et entreprises adaptées du territoire. Donc là, on parle de 170 000 professionnels en situation de handicap qui exercent au quotidien au sein de ces structures-là. Et ce qu'on constate au quotidien, nous, on travaille beaucoup sur la question de l'achat inclusif, mais ce qu'on voit, c'est que l'achat inclusif est souvent, pour ne pas dire systématiquement, le premier pas vers un passage potentiel de l'ESAT ou de l'entreprise adaptée vers l'entreprise ordinaire. Il est très très rare qu'une entreprise arrive à recruter un collaborateur d'ESAT ou d'entreprise adaptée directement, sans avoir au préalable noué des relations avec cette structure, sans être passé peut-être par un simple achat de prestations de services en amont. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup de dispositifs et de solutions qui permettent de contractualiser dans un premier temps et de nouer des relations avec ces prestataires-là. Et ça se fait effectivement localement. Vous le disiez, c'est des prestataires qui interviennent globalement autour d'une zone de chalandise qui est finalement assez restreinte, non pas parce que ce sont des ESAT ou des entreprises adaptées, mais parce que ce sont des petites structures qui accompagnent des publics des régions dans lesquelles ils sont établis. Donc il faut vraiment avoir ce réflexe-là quand on veut nouer des relations avec ces structures-là. Donc vraiment, ayez en tête que acheter inclusif, c'est vraiment un premier pas vers le recrutement, vers l'inclusion. Ça permet d'apprendre à se connaître, ça permet de faire monter en compétences respectivement, tant côté managérial, d'accompagner des personnes en situation de handicap, que du côté des collaborateurs. Et donc, c'est vraiment tout un parcours qu'il faut réussir à mettre en place. Alors, Anne-Renée, vous aussi, vous œuvrez à l'inclusion dans l'emploi, à intégrer les personnes en situation d'exclusion. Vous me disiez l'intégration des clauses sociales dans les marchés publics et privés. Alors Édouard Hénault, il dit qu'il faut les dépasser, mais c'est quand même une solution pour faire avancer les choses un peu de manière naturelle. Oui, en effet. Alors nous, chez Ares, notre mission, c'est d'accompagner des personnes vulnérables, éloignées de l'emploi, ça peut être des jeunes en décrochage scolaire, des seniors, des chômeurs longue durée. Et notre objectif, c'est ces personnes vulnérables, les accompagner à retrouver leur place dans la société. Et Madame la Ministre le disait à l'instant, pour retrouver sa place dans la société et retrouver confiance et dignité, quoi de mieux comme levier que le travail, puisque ça permet de retrouver un salaire, de retrouver de la convivialité, de retrouver un écosystème et puis demain d'intégrer une entreprise classique. Et donc nous, dans nos différentes structures, on propose aux personnes qu'on accompagne un travail et un accompagnement à la levée des freins sociaux et puis on les accompagne vers un emploi. Et donc bien sûr, pour avoir ce support travail, on a besoin des entreprises pour procurer un service ou pour venir en implant travailler chez eux. Et effectivement, on le voit ici, on a des entreprises très engagées et qui vont s'investir et avec lesquelles on va pouvoir très vite monter des dispositifs et faire travailler des salariés chez eux. On a des très beaux partenariats, notamment avec Suez qui était sur la scène tout à l'heure.
Et puis, il y a d'autres entreprises qui ont un peu besoin qu'on les pousse à aller oser faire travailler des structures d'insertion. Et c'est là où les clauses d'insertion vont nous aider. Et si je peux raconter une petite histoire, nous chez Ares, on a une joint venture sociale avec Vinci. Donc, on sait que dans le BTP, il y a pas mal de clauses d'insertion sur les marchés publics, sur les constructions publiques. Et donc, au départ, quand on a travaillé avec Vinci, il y avait ces clauses d'insertion qui poussaient à faire du lien. Et puis, petit à petit, en fait, on a convaincu. Et aujourd'hui, on travaille sur des très gros chantiers de Vinci sans qu'il y ait de clauses sur les chantiers sur lesquels on travaille. Donc, en fait, ces clauses-là, ça permet une porte d'entrée et puis petit à petit de faire changer les mentalités. Et que demain, on nous confie des missions sur des marchés qui sont non closés. Donc en ça, c'est intéressant, c'est plutôt pour un déclic, pour se dire ah oui c'est possible, et puis après on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette proximité avec l'entreprise, ça nous permet de venir en service de l'entreprise et de répondre aussi aux besoins qu'ils ont de recruter des salariés avec formés et avoir du savoir-être. Mais on y reviendra peut-être. On va y revenir, mais comme vous disiez, il y a certaines entreprises, pas vous, qui ont besoin de ce petit coup de pouce. Alors, on insiste, Édouard Hénaud, depuis ce matin, sur le fait qu'il ne faut surtout pas opposer dans la balance productivité, compétitivité et inclusion, qu'au contraire, tout ça est complémentaire. Mais quand même, parfois, est-ce qu'il n'y a pas des choix qui sont, je me fais l'avocat du diable, qui sont difficiles à faire? Et est-ce que ça peut être un frein? Pas vous, mais dans une réflexion d'entreprise? Non. Non, il n'y a plus ça, c'est terminé. Non, on s'est dépassé. Ouais. D'abord parce qu'il y a cette notion d'ancrage territorial et de réalité. C'est-à-dire qu'on a des entreprises avec des salariés qui sont à l'image des territoires. Donc il faut travailler ces dynamiques. Il y a d'autres freins. Il y a des freins assez naturels. On disait comment on entraîne les autres. Donc entraîner les autres, par exemple, pour nous, c'est amener des propres clauses sociales sur nos propres appels d'offres. On a quand même une masse d'achats critiques chez Transdev de véhicules, d'essence, etc. Et puis de choses très concrètes sur les territoires, de gardiennage, d'espaces verts, d'entretien, qui sont complexes des fois. Et catégoriser les familles d'achats dans lesquelles on peut être performant et avoir de l'impact est toujours un premier sujet. Donc on a un frein parce qu'elles sont assez restreintes, ces catégories, si on les regarde. Et l'idée, c'est évidemment comment on peut les élargir le plus possible et être pertinent dans cet élargissement. Dans nos métiers, on est soumis à des contrats. C'est-à-dire que j'ai un contrat sur une durée de 7 à 8 ans, je ne le renouvelle pas, naturellement, le partenariat va s'arrêter parce que je ne vais pas être en capacité de le poursuivre sur le territoire. Ça, c'est un autre frein. Donc, c'est la continuité. Donc, généralement, les collectivités locales jouent ce rôle de continuité et réinsèrent, j'allais dire, le prestataire de l'économie sociale et solidaire ou l'entreprise locale qui en a besoin pour vivre, le réinsère dans le marché futur. C'est des petits montants. Donc les petites rivières font les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est exactement ça en fait. Donc faut rien lâcher, faut être exemplaire, il faut pousser, même si la somme vis-à-vis des sommes qu'on a un peu l'habitude de manipuler maintenant dans nos grandes entreprises peuvent paraître parfois dérisoires. Mais la somme de tout ça, vous savez, c'est assez simple. Quand on a 30 000 collaborateurs, 1 euro d'économiser par collaborateur au global, non pas pour aller chercher leur salaire, bien sûr, mais pour éviter de dépenser de manière inutile, c'est déjà 30 000 euros. Donc ça va très vite, en fait. Et comment, étape par étape, on arrive à construire tout ça. Donc le sujet est à la fois sur des petites sommes et il peut être très fragmenté aussi. Donc ça nécessite d'être résolu, d'avoir une vraie coordination et une animation. Et aussi de le travailler nationalement pour, à la fois dans notre propre organisation régionale, de partager les bonnes pratiques, mais aussi d'utiliser notre collectif des 38 entreprises les plus inclusives pour aller plus vite, parce qu'on a beaucoup plus d'idées quand on est plus nombreux. Et donc c'est vraiment ensemble qu'on travaille sur les territoires. Et on a aussi cet embarquement des collectivités locales. Voilà. Claire Nicoletti, s'il y a des freins encore, et on admet qu'il y a encore des freins, ça veut dire qu'il y a du chemin à faire pour créer cette chaîne d'approvisionnement plus vertueuse. Il y a encore du chemin
Oui. Il y a encore du chemin. Ça a été dit à plusieurs reprises par différents intervenants. Globalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas toujours un engagement de la direction et du COMEX. Les actions qui sont menées, elles sont souvent menées par des personnes qui se sentent concernées, souvent pour une histoire personnelle, et qui du coup s'intéressent au sujet et sont moteurs sur le sujet. Mais souvent, les stratégies d'achat inclusif, ou les achats inclusifs, parce qu'il n'y a peut-être justement pas assez de stratégie derrière, reposent sur quelques personnes qui en ont fait un petit peu leur cheval de bataille et qui ne sont pas forcément des personnes qui sont entendues ou rattachées au niveau des COMEX. Donc il y a un premier point là, c'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait effectivement un portage. Il faut qu'il y ait un portage au niveau de la direction. Et puis après, Monsieur Hainaut le disait, il faut qu'il y ait vraiment il faut qu'il y ait un réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un comité, il faut qu'il y ait un groupe de travail au sein de l'organisation qui porte le sujet, qui soit transverse, qui rassemble la RSE, la mission handicap, la DRH, les achats, parce que c'est des sujets qui concernent tous ces services-là, qui soit à la fois national et à la fois local. Quand vous avez des entités qui ont des sites partout en France, il faut avoir des relais et des référents parce que ce sont des partenariats qui vont se nouer au niveau régional, voire départemental. Alors Anne Rodet, il faut des groupes de travail parce que il faut changer le regard, changer la culture, innover en permanence. Hein. Vous allez peut-être nous raconter ce que c'est les collaborations innocentes. J'ai trouvé ça intéressant quand on a discuté de ce sujet. Il faut être sur tous les fronts finalement quand on se bat pour ces sujets-là. Oui, effectivement, je rejoins ce que dit Claire, c'est que pour être ces sujets-là, il nous faut à la fois l'engagement du terrain, parce qu'on va venir produire un service sur des gens du terrain qui ont leurs objectifs, eux, de remplir leurs indicateurs, leurs objectifs de production. Donc il faut savoir convaincre ces gens-là du terrain pour qu'ils nous redonnent de l'activité et qu'on travaille en confiance. Et à la fois, c'est très vrai ce que disait Claire, il faut aussi que ce soit insufflé par la direction, cette volonté de dire nous, dans les valeurs de notre entreprise, on veut être engagé, on veut recruter inclusif, on veut donner de la chance à ces personnes-là. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'on ait ces engagements des deux côtés. Et pour ça, en fait, alors nous chez ARES, on a 5 joint ventures sociales qui sont des co-entreprises qu'on a avec des grands groupes. On en a une avec Accenture, une avec Vinci, une avec GXO et une avec Seb. Pardon, je vous dis 5, c'est 4, pardon. Et en fait, en faisant ces co-entreprises-là, on arrive à avoir un engagement fort du groupe qui décide de créer cette entreprise d'insertion avec nous, ou ça pourrait être avec un autre acteur de l'ESS. Donc, qui s'engage, qui envoie un message très clair à ses équipes de dire, en fait, cette entreprise d'insertion, elle fait partie de notre groupe. Donc, donnons-lui sa chance, faisons-la travailler, formons ensemble une belle collaboration pour qu'on puisse avoir le résultat, un impact social le plus fort possible. Et donc, cette collaboration-là, ça permet d'avoir un engagement sur la durée du COMEX de l'entreprise classique et d'envoyer un message puissant aux équipes sur le terrain pour qu'ils puissent parfois avoir un peu plus de patience, parce qu'on sait que c'est pas non plus un long fleuve tranquille de travailler avec nos structures. Ça demande aussi de s'adapter, tout n'est pas parfait. Mais donc, ce système de coopération, ça permet d'avoir cet engagement-là. Après, il y a plein d'autres formes de coopération. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la joint venture sociale, mais en tout cas, cet engagement de la direction, il est primordial pour qu'on puisse continuer à avancer. Et je dirais que l'autre point qui est primordial pour nous, c'est que dans cette proximité, c'est qu'en fait, nous, pour qu'on réussisse nos parcours et que nos salariés, demain, ils soient prêts pour le monde de l'entreprise, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est que demain, ils intègrent des entreprises classiques, il faut qu'on soit très proche de l'entreprise classique pour comprendre les besoins, travailler ensemble les parcours, et que les salariés qui auront fait un parcours dans nos structures, chez ARES ou chez d'autres, aient bien compris les besoins et soient prêts pour que ce soit vos meilleurs salariés demain. Et souvent, ça l'est. On a des très belles histoires de parcours comme ça, avec des collaborations dès le début qui font qu'on a des parcours qui réussissent. Et ces salariés-là, c'est des salariés qui sont fiables. Vous viendrez nous raconter ces histoires au prochain Giverny de l'inclusion. Parfait, avec plaisir. Merci, messieurs, dames, pour vos réflexions.